Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La vie commence à 45 ans. Votre rendez-vous hebdomadaire pour parler de cette étape de la vie où tout peut encore s'inventer, se réinventer et surtout se vivre pleinement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois intime et universel, la joie dans la famille. Parce que oui, la famille, c'est censé être un lieu de chaleur, de partage, d'amour. Mais dans la réalité, entre les tensions, les malentendus, le quotidien qui use ou encore les blessures non dites, la joie peut parfois se faire discrète ou même disparaître complètement. Comment expliquer qu'on puisse aimer profondément sa famille et pourtant ne plus réussir à y trouver du plaisir, du rire, de la légèreté ? Est-ce une fatalité ? Ou est-ce qu'on peut, à tout âge, et surtout à 45 ans, ou plus bien sûr, réinsuffler de la joie, du lien, du vivant dans nos relations familiales ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une nouvelle fois la psychologue clinicienne et psychanalyste Ève Pierovitch, spécialiste des relations humaines et familiales. Bonjour Eva. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je t'ai appelée Eva, parce que c'est Ève, mais c'était pour faire rire, comme ça on commence direct par une bonne blague. À la Isabelle Plançon. Alors, pas de problème Isabella. Voilà, très bien, on va s'appeler Eva Isabella. Comme ça on va apporter de la joie directe aujourd'hui. Alors, ma première question, c'est la joie familiale s'érode-t-elle avec les années ? Est-ce que c'est inéluctable ? Ou est-ce que surtout lié parce qu'il y a des événements tragiques tout au long de notre vie, par exemple, alors, plus ou moins tragiques, mais le départ des enfants, la tension dans les couples, les soucis financiers, par exemple. Est-ce que c'est ça qui enlève la joie de la famille ? Je crois que la famille, c'est un beau et grand navire et que parfois, on traverse des tempêtes. Il y a des événements dans la vie qui sont parfois douloureux, des deuils, plein de choses qui peuvent vraiment nous effracter, nous rendre à vif. Mais ça ne s'éternise pas. Voilà, la tempête, elle se calme, le soleil revient. C'est ça, a priori, le cours normal de ce navire famille. Si le soleil ne revient pas, je pense qu'on s'inquiète parce qu'on ne peut pas vivre sans cette joie, on ne peut pas vivre sans ce soleil, on ne peut pas vivre sans huile d'olive dans une salade. Oui, tu es en train de me dire que parfois, ça peut arriver, on n'est pas toujours en train de faire « ha ha hi hi hou hou ». Bon, voilà, la famille, ça va moins bien, il y a moins de joie. Et puis, mais le lendemain ou la semaine suivante, ça repart, comme carambar, c'est bon, hop, tout le monde il peut y avoir des crises de couple aussi, qu'on va travailler chez le psy, et puis au bout de quelques sessions de travail, ça y est, on repart. En tout cas, on a désinfecté ce qui faisait souffrance. Mais si c'est un malaise plus profond... si la vie est devenue en noir et blanc... Il faut faire quelque chose. Oui, parce que c'est vital. On est là pour être dans la vie, dans la joie, dans la gaieté. Je crois qu'il n'y a pas de sens sinon, s'il n'y a pas de gaieté. Oui, si on est ensemble, mais qu'en fait, notre vie, elle est, comme tu dis, en noir et blanc tous les jours, c'est même pas la peine d'avoir une famille, en réalité. En tout cas, je pense qu'on est dans une route cul-de-sac. Et que c'est l'enthousiasme, le plaisir de vivre qui nous porte et qui donne du sens à notre existence. Donc, il y a nécessité à comprendre à quel moment sur la route on a perdu cette gaieté, cette joie et comment refaire avec elle. Alors, d'ailleurs, moi, évidemment, comme on est dans l'émission La vie commence à 45 ans, je voudrais savoir si c'est un phénomène que tu rencontres plus souvent chez les adultes autour de 45 à 50 ans. C'est vrai que c'est un âge où on fait un peu le bilan de pas mal de choses. C'est un âge où les enfants grandissent, où les enfants partent aussi, si on reboucle avec notre émission précédente. Donc, c'est un peu le temps des bilans. Et je vois souvent des patients ou des patientes qui sont dans le constat de se dire « mais en fait, ça fait bien longtemps que je rigole plus. Ça fait bien longtemps que je me sens plus moi-même. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est être moi-même » Oui. Ça, c'est une des principales choses. C'est déjà, est-ce qu'on a trouvé de la joie avec soi-même ? Oui. Et quels sont, selon toi, aussi les principaux freins à la joie dans la famille ? Alors,
On entend beaucoup de détresse autour de la parentalité dans nos cabinets, pour moi ou pour mes confrères et consoeurs. On parle beaucoup d'ailleurs du burn-out parental en ce moment, des parents qui se sont épuisés, où finalement dans ces familles-là, les cris ont remplacé les chansons. Ah oui. Où on ne fait que crier, que répéter, tout est conflit. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de différence des générations installées, il n'y a plus de cadre. Ah, alors ça, attends, je voudrais quand même que tu le redises, parce que celle-là, on se l'est dit avant de venir, mais alors celle-là, je voudrais que vous l'écoutiez attentivement. Qu'est-ce qui manque dans les familles ? Nécessité d'un cadre, de quelque chose de clair pour les enfants, où ils se sentent protégés par la place des adultes. Voilà, donc les enfants, dans l'arbre généalogique, ne sont pas sur la même place, sur la même ligne que leurs parents. Et donc, on n'a pas accès aux mêmes choses. Et quand on transgresse, alors voilà, on va dans sa chambre, on va un peu plus loin sur le canapé quand tout le monde est en train de faire des crêpes dans la cuisine, on se calme 5 minutes, on s'excuse, on revient, enfin... Il y a cette idée de faire avec le groupe. Les parents sont là, quoi. Les parents, c'est le cadre. Et les enfants, c'est les enfants. Et plus ce cadre est clair, et plus les choses sont admises et digérées dans la dynamique familiale, mais plus on gagne en énergie et en ondes positives. On se débarrasse de répéter 100 fois la même chose. Je dis, mais au bout de 2 fois, vous l'avez dit, carton jaune, carton rouge, c'est hélico presto dans la chambre. Voilà. On va attendre quoi là ? On va attendre. Donc en fait, je pense que quand les parents font équipe, qu'on remet les enfants à leur juste place, déjà ça leur fait du bien, ça les rassure, ça les conforte, ça leur donne une aisance, parce que l'enfant, c'est vraiment ce temps où on se repose sur les adultes. Et puis les parents, ils se réapproprient leur histoire familiale. S'ils ont envie d'écouter Aretha Franklin, ils écoutent Aretha Franklin. Ils n'ont pas à subir le jouer à fond, les cris. Non, tu vas dans ta chambre, tu vas te calmer. Enfin, on rétablit quelque chose d'une homéostasie familiale. Donc ça, c'est très important, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent la question, pourquoi il n'y a pas de joie dans ma famille ? Pourquoi il y a toujours des conflits ? Eh bien peut-être parce qu'on a laissé s'installer les conflits. C'est nous les parents, c'est nous les boss de cette famille, et c'est pas les enfants qui décident, parce que là je pense que forcément on va dans le mur et on n'aura plus de joie. Il y a une autre chose dont tu viens de parler, c'est que il y a une trop grande pression, puisque tu as parlé de burn-out familial. Et ça me fait penser, j'ai discuté hier avec une jeune maman qui me racontait justement que c'était une fille hyper cool. Et elle a un super gros travail, et la fille toujours hyper cool. Et là, quand elle a eu des enfants, elle est devenue tellement stressée qu'elle a été obligée d'aller voir un psy. Oui. Et pourquoi ? Parce que la société nous met trop la pression. Elle s'est sentie dans le besoin de prouver, de checker. Il faut être mince, il faut être belle, il faut faire à manger, mais faire à manger bio, il faut que la maison soit rangée. Enfin, je suis déjà fatiguée rien que de t'énoncer les enfants la soient, liste, quoi. HPI, machin. Et les notes, et les machins, et les trucs, et la chambre doit être rangée. Mais enfin, il faut pouvoir hiérarchiser. Ça, on travaille beaucoup avec les patients aussi. Il y a des choses qui comptent plus que d'autres dans l'ici et maintenant. Il y a bien plus de joie de jouer avec ses enfants si on a envie de se faire une partie d'un truc, ou si on a envie de se faire une boum, plutôt que d'aller ranger le linge. On n'en a rien à cirer, vous mettez ça au fond du placard, personne n'en saura rien. Donc hiérarchiser sur les essentiels. Et l'essentiel, c'est ce qui va créer du lien, c'est ce qui va créer quelque chose, une interaction joyeuse. Une famille joyeuse, de toute façon, c'est des choses toutes simples. Hein. C'est de la spontanéité à mon sens. Je te donne un exemple. Hier, j'étais avec mon petit-fils et on était en train de manger sur une terrasse d'un golf, parce que j'avais trouvé que de la place dans cet endroit-là. Et donc, devant, il y avait un putting avec des gens qui peutaient. Il faisait beau et tout. Le petit, tout de suite, à 5 ans, il me dit « Mamie, je voudrais faire du golf. » Donc, il y aurait peut-être eu d'autres grands-mères qui auraient dit « Non, on mange et tout, parce qu'après, j'ai des invités, ceci, cela, reste à table. » Et moi, je lui ai dit « Oh, c'est vrai, t'as envie de faire du golf, c'est génial. Viens. » Je lui ai pris la main, je suis allée dans la boutique, j'ai été chercher un putt et il a putté. Et c'était un moment merveilleux de ma vie avec lui et de grande complicité. Et ça a apporté beaucoup de joie. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu as été souple à ce moment-là. Oui, tu n'étais pas dans quelque chose d'une rigueur et d'une rigidité. Et il faut bien savoir qu'il y a des moments
où effectivement, il faut se tenir aux heures, il faut pouvoir se coucher à une certaine heure, il faut pouvoir faire ceci, cela, mais qu'il faut s'autoriser la dolce vita, le dolce far niente par moment et sentir parfois qu'on peut lâcher, qu'on peut renverser un peu ce qui était prévu et que c'est ça qui va nous donner de la satisfaction. Il faut laisser le soleil rentrer dans nos cœurs. Alors, tu as choisi une chanson de Jean-Jacques Goldman qui apporte beaucoup de joie et je pense que pour tous ceux qui nous écoutent cet après-midi, ça va vous rendre aussi le sourire. Bonne idée. Alors, cet après-midi, j'ai la grande joie d'accueillir dans mon émission La vie commence à 45 ans, Ève Pirovic, qui est psychologue clinicienne et psychanalyste. Ève, nous avons parlé aujourd'hui de la joie dans la famille. Dans un premier temps, on a expliqué qu'il y avait un certain nombre de familles autour de 45-50 ans qui avaient de grandes difficultés avec ça. Et là, on est en train de voir comment on peut faire pour justement retrouver de la joie. Est-ce que c'est possible? Et tu vas nous montrer comment. Donc moi, j'aimerais savoir comment on peut réintroduire de la joie dans sa famille quand on a l'impression que tout est devenu lourd et mécanique. Je crois qu'il faut, tu disais tout à l'heure, tu parlais de spontanéité, il faut savoir peut-être saisir tous les moments qui s'offrent à nous. On est à une terrasse, on se prend un petit café, il fait beau, on se parle. Tiens, c'est chouette ce que je vis là. Et ne pas toujours être dans l'après, dans l'organisation, se réapproprier l'ici et maintenant. Ça n'empêche pas de faire des projets et ça, c'est nécessaire. Hein, mais aussi vivre, d'être conscient de ce qu'on est en train de vivre. Alors justement, il y a des petits gestes pour toi, des changements d'attitude qui peuvent apporter de la joie? Alors, quand tu me dis ça, je pense au couple. Oui. Parce que souvent, une famille qui va pas bien, c'est un couple qui va pas bien. Donc, je crois que focus sur les interactions du couple, des petits trucs, c'est réapprendre à communiquer tout simplement. Déjà, ça paraît simple, mais ça l'est pas du tout dans certaines familles. Ne pas être que dans la logistique, que dans l'organisation, pouvoir se dire ce qu'on ressent, les visions du monde que l'on a. Parfois, c'est difficile. Il y a une forme de pudeur qui s'est installée alors qu'on vit ensemble depuis des années, mais on n'ose plus parler des choses qui comptent. Alors, avoir des médiations comme aller au ciné, aller au théâtre, ça peut être intéressant parce que ça va être un support pour pouvoir échanger. Tiens, j'ai ressenti ça, t'as pensé quoi de ce personnage? On recrée du lien comme ça. Ça, c'est des petites choses très concrètes, mais qui permettent de retisser quelque chose. Et puis, s'autoriser à partir d'un certain âge. Je trouve que les couples jeunes sont souvent assez fusionnels. Souvent, mais pas toujours. Et puis, parfois, ça devient pesant avec les années. Moi, j'ai tendance à dire, mais attendez, si vous adorez aller danser, et si votre mari adore regarder Roland Garros, mais pourquoi vous n'allez pas danser pendant qu'il regarde Roland Garros? C'est gagnant-gagnant. Pourquoi s'obliger? En fait, on peut aller nourrir le couple d'expériences qu'on partagera, même si on ne les vit pas de façon complètement fusionnelle. Oui. Et puis, je pense qu'il ne faut pas rester sur un schéma. Parce qu'en fait, on nous a imposé un schéma quand on est plus jeune, en nous disant que le couple, ça doit forcément être les deux ensemble tout le temps. Quelquefois, on s'impose d'être tout le temps ensemble. Chez la belle famille. Voilà. Les repas sans arrêt en famille, les fêtes, et des obligations en permanence. Donc, ça veut dire que notre vie, elle est tout le temps rythmée par des obligations. Le mot obligation, il est extrêmement bien choisi. Et je vois beaucoup de familles qui souffrent de ça. Elles disent oui, mais les fêtes, on les passe en famille. Je dis oui, mais si c'est ce beau-père-là, vous entendez pas bien, si c'est une souffrance, à quel moment ça sent la fête, votre histoire? Est-ce que ce serait pas mieux d'organiser avec vos cousins, avec vos amis proches? Est-ce qu'on peut pas se réapproprier comme une revisite de ce que serait la fête de famille? Il faut pas, de toute façon, s'obliger à quoi que ce soit. La vie est trop courte, de toute façon. Pour moi, hein. Et en apportant de la joie dans sa famille, ça va être l'essentiel de ce que l'on va donner à nos enfants. Moi, oui, je trouve, mais tu dis quelque chose d'essentiel en psychanalyse. Il y a un psychanalyste que j'adore qui s'appelle Donald Winnicott qui a travaillé sur l'object presenting, c'est-à-dire que la façon dont on va présenter le monde à nos enfants va déterminer la façon dont ils vont s'en saisir.
Si je suis débordante de joie quand je prépare une salade, que tout est bon, que j'y mets du plaisir, ou la façon de préparer la maison pour recevoir des amis, les enfants vont être embarqués dans ce plaisir. Ils vont avoir envie d'aller au marché, ils vont avoir envie de recevoir les copains, ils vont être aspirés par notre plaisir. Quand on a des familles qui disent les enfants vont mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis mais déjà, focus sur vous dans un premier temps. Si vous allez mieux, si vous allez bien, ça va embarquer vos enfants dans cette spirale de gaieté. Bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que moi, j'ai toujours travaillé la joie avec mes enfants parce que j'ai un enfant handicapé. Et donc, comme c'était stressant, c'était angoissant, cette situation, et qu'il y avait beaucoup d'obligations face à des thérapeutes, etc., des tests, des évaluations, eh bien, moi, j'ai mis des paillettes dans notre vie, toujours. Et ils ont toujours vu une mère qui dansait avec eux, qui chantait. Un exemple très concret, je suis rentrée il y a 15 jours de vacances et on a mis un temps infini à rentrer en voiture parce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Et les 2 dernières heures, on était épuisés, ma fille et moi. Et là, je lui ai fait un blind test de comédie musicale. On a chanté à tue-tête « Je t'aime, je t'aime » comme ça, bon, comme des dingues. On a fait et aux nuits d'Arabie. Et on n'a pas arrêté de chanter et on a rigolé. Et ça, c'est mon caractère. Et je pense que ce que j'ai implanté à mes enfants dans leur tête, c'est que la vie, elle est chouette. Oui, et ce qui est super dans ce que tu dis ça, c'est mon caractère. Et souvent, alors, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur il faut, c'est checklist. Mais on fait avec qui on est. On crée une famille à notre image, avec les couleurs de notre culture, de notre sensibilité. Donc, si votre plaisir, c'est d'aller en forêt, ramasser des châtaignes tous ensemble, mais embarquer les enfants là-dedans. Mais je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a quelque chose d'une authenticité aussi qui rime avec cette notion de plaisir. Si on est une famille recomposée, est-ce qu'on peut trouver de la joie malgré tout ? Évidemment. Et D'accord. puis, ça peut être une source formidable pour oxygéner justement la cellule familiale. Et comment on fait quand il y a eu des conflits, des séparations, des silences qui ont duré, des choses qui ont fait mal ? Je crois que c'est à ça qu'on sert nous aussi, les psychologues. On est là pour désamorcer les choses, dénouer des conflits, lever des secrets de famille, remettre de la parole là où il y a des silences. Et les choses peuvent bouger, sinon je ne ferais pas ce métier. Les choses bougent pour de vrai. Donc, on peut retrouver des températures chaudes après avoir connu une ère de grand gel. La communication est très, très importante. Moi, j'ai eu une séparation avec mon ex-mari très, très compliquée et ma fille en a beaucoup souffert et elle m'en voulait énormément. Et un jour, elle m'a même traité de tous les noms et je l'ai écoutée, j'ai discuté avec elle, je lui ai dit, je comprends que toi, à ce moment-là, tu es dans cette colère parce que tu as vraiment souffert et que je t'ai fait souffrir sans le vouloir. Mais maintenant, tu vas avoir une mère qui va tout faire pour te redonner de la joie et essayer de me racheter de tout ce que tu as subi. Et en fait, on a retrouvé du lien. On a retrouvé, ça a été très très long, parce qu'un escalier, ça se descend très vite, mais c'est beaucoup plus dur de le remonter. Mais on y est arrivé par la communication. Oui, et ce que tu dis est extrêmement juste et positif, dans cette idée que tout se rejoue, tout peut se rejouer encore. C'est jamais figé, c'est jamais fini. Moi, je vois parfois des situations où des patientes me disent « Non, mais c'est fini. Je ne dis plus rien à mon mari, j'ai renoncé. » Je dis « Comment ça, vous avez renoncé ?» Déjà, on se tente pas encore un deuxième set, là ? Parce que la vie, c'est un peu comme un match de tennis. Jusqu'au dernier point, rien n'est joué. On peut tenter. Donc, je crois qu'il faut oser bousculer les choses, ne pas hésiter à pousser la porte d'un psy si besoin pour quelques séances pour penser PAN, PEN, enfin élaborer les situations et pour retrouver le plus rapidement possible quelque chose d'un enthousiasme. Oui, et puis s'il n'y a plus de joie et si c'est fini, après... le plan B, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a tout tenté et que ça ne marche pas, on sauve sa peau et c'est tout, on passe à autre chose. Mais on ne vit pas toute sa vie complètement dans l'angoisse et le stress, c'est pas possible. On n'est pas là pour ça. Exactement. On n'est pas là pour souffrir. Eh bien, je te remercie pour cette jolie émission sur la joie et j'espère que tu reviendras dans mon émission prochainement. Merci Ève et
Merci aux auditeurs et à la semaine prochaine. Avec plaisir, au revoir.